Bonjour à toutes et à tous. Comment faire passer une solution innovante en santé mentale, du besoin au terrain, à l'achat et à l'usage réel? Ce sont toutes ces étapes que nous allons voir ensemble dans cette table ronde avec nos trois invités. Cindy Pagès, directrice de l'offre de soins, de la recherche et de l'innovation au centre hospitalier Le Vinatier, c'est près de Lyon. Anthony Perzo, vous êtes cofondateur et CTO de Emobot. Et Camille Isser, vous êtes responsable projet européen, pôle international et innovation au RESA. Bonjour à tous les trois et bienvenue sur le plateau de la French Care. Alors en santé mentale, il existe, et c'est très bien, de très nombreuses solutions numériques. Elles émergent pour accompagner les patients, pour accompagner aussi, aider les professionnels et les établissements. Mais, il y a un mais, pour passer de l'innovation à l'usage réel, eh bien, il faut, on va le voir, un certain nombre de conditions, comme partir du besoin terrain, comme expérimenter, produire de la preuve, trouver ensuite les mécanismes d'achat et de financement. Cindy Pagès, je me tourne vers vous pour commencer. Pour le Vinatier, quels sont, de votre expérience, de cette expérience terrain, les besoins prioritaires en santé mentale que vous voyez émerger et auxquels le numérique peut répondre? Alors, peut-être déjà en guise d'introduction, dire que les solutions numériques sont déjà largement utilisées en santé mentale au niveau mondial. Ça représente déjà un marché de 1 milliard d'euros, les applis digitales en santé mentale. Et on pense qu'à horizon 2033, ça sera 15 milliards d'euros. Wow. Donc, le train est en marche et c'est normal. C'est normal pourquoi? Parce que en psychiatrie, on a un défi majeur qui va être de répondre à un besoin croissant, à une demande croissante des populations. Euh, Par ailleurs, à une démographie médicale, à un nombre de soignants, une ressource soignante qui ne pourra pas suivre en fait cette évolution si on continue à soigner de la même façon. Donc, on pense que le numérique peut être une solution. Pourquoi? Parce que déjà, il va nous permettre de nous passer parfois de la consultation en mode physique. On voit se développer des systèmes de télépsychiatrie et de suivi à distance d'ores et déjà en France. Et ça, finalement, ça permet de rester en proximité du patient sans avoir à déployer des antennes avec des équipes partout sur le territoire, parce qu'on n'en a plus, la possibilité. C'est aussi pour nous, on voit dans les thérapies numériques qui émergent, les dispositifs médicaux numériques, une solution en fait pour autonomiser les patients, pour qu'ils puissent se soigner en dehors des temps en présentiel avec les soignants. Et il y a des solutions qu'on observe, des thérapies cognitivo-comportementales en ligne qui se développent, des modules de psychoéducation en ligne qui peuvent être directement utilisés par les usagers. Et puis en psychiatrie, le maître mot, c'est soigner à domicile. Ne pas être hospitalisé, pouvoir rester chez soi, y compris quand on est en situation de crise, quand on est encore en situation d'instabilité. Donc, le numérique, ça va aider beaucoup parce qu'il y a des systèmes de télésurveillance qui vont permettre en continu de suivre le patient à son domicile. Et ça va de pair avec le développement des équipes mobiles chez nous. Puisque télésurveillance, OK, mais derrière, il faut pouvoir agir s'il y a des signaux d'alerte qui se déclenchent. Et puis, on pourrait multiplier les besoins et les opportunités, mais je pense que le numérique peut aussi aider la population générale à mieux accéder aux soins, à mieux comprendre le système de soins en santé mentale, parce que c'est vraiment très compliqué pour tout un chacun de comprendre la complexité des acteurs, la place de chaque dispositif. Et moi, je pense que le numérique peut améliorer ce qu'on appelle la littératie en santé mentale, permettre, via par exemple des chatbots, à la population générale de trouver des réponses, de trouver aussi des ressources proches de chez eux auxquelles ils pourront faire appel. Et alors, on voit des usages effectivement très nombreux et très concrets au présent, vous le disiez. J'aimerais juste revenir sur ce que vous avez dit en introduction. Vous parliez de demandes croissantes, de Oui. besoins mondiaux. Et j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de soignants, moins de médecins? Est-ce qu'il y a plus de un besoin
parce qu'il y a plus de maladies psychiatriques ou de personnes en fragilité? Voilà, j'avais envie qu'on éclaire juste ce petit point. C'est multifactoriel. On sait que la crise Covid a été un tournant dans l'activité, notamment les besoins en soins des adolescents, des jeunes qui ont explosé en fait suite au Covid et qui continuent en fait sur la lancée. On a eu des taux d'augmentation d'activité, de présentation aux urgences psychiatriques très importantes ces dernières années, des taux d'évolution à 2 chiffres. Et donc derrière, ça nous a mis au défi de créer des nouvelles façons de soigner à moyen constant, ou en tout cas pas en doublant les effectifs, on ne peut pas le savoir. Et surtout, éviter que les gens n'arrivent jusqu'à l'hôpital, pouvoir traiter en amont, façon précoce. Donc, effectivement, on a des taux de croissance, notamment chez les jeunes, qui sont en hausse. Et puis, il faut savoir que une personne sur 5, même une personne sur 4, parfois on dit, sera confrontée au cours de sa vie à une problématique de santé mentale. Donc, on voit, mais merci de l'avoir précisé. Je pense que c'était important de l'avoir en tête et on comprend notamment pour cette population combien les applis digitales peuvent être adaptées. Anthony Perzo, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être en quelques mots Emobot et puis et du coup nous dire comment est-ce que vous répondez alors là pour un suivi particulier qui est celui des troubles de l'humeur? Oui, bien sûr. Comme vous venez de le dire, du coup, la dépression, un problème extrêmement prégnant actuellement dans notre société actuelle. 330 millions de personnes qui sont touchées dans le monde. Et en fait, donc, il y a des énormes efforts qui sont faits, des traitements qui sont de plus en plus efficaces, une prise en charge qui est de plus en plus adaptée. Le problème de la dépression, malheureusement, c'est que après, même une fois qu'on a atteint la rémission, en fait, le chemin ne s'arrête pas là, malheureusement, pour beaucoup de patients. Il y a plus de 50%, à peu près 50% des patients qui vont connaître une rechute au-delà de 6 mois. Et en fait, dans cet intervalle de temps, c'est très compliqué déjà pour le patient d'objectiver lui-même son propre état, surtout après être allé en fait, passer par une phase de mieux. Et c'est dans cette fenêtre-là que le psychiatre, lui non plus, n'a pas d'œil pour voir l'évolution et détecter les premiers signes de la rechute. Et donc, nous, on se positionne vraiment sur cette phase-là. Entre les consultations, alors, exactement. En fait, dans cette fenêtre de quelques semaines à quelques mois où le patient peut rechuter, être capable de détecter les premiers signes avant-coureurs de cette rechute avant qu'on replonge. Aujourd'hui, c'est permis par le type de solution qu'on développe chez Emobot qui permet de mesurer, en fait. C'est un outil de mesure, un peu comme un thermomètre de la dépression, mais qui est complètement passif, qu'on peut installer sur son ordinateur, sur son téléphone, et qui permet de mesurer, sans demander aucune interaction utilisateur, l'évolution de certains signaux. Sans demander d'interaction, comment ça marche alors? Mais en fait, il y a énormément de signaux. Nos téléphones portables, finalement, c'est peut-être notre meilleur allié en termes de santé mentale parce qu'il y a énormément de données auxquelles il a accès. Alors, elles sont utilisées des fois à très mauvais escient par les publicitaires. Mais je pense qu'elles peuvent être utilisées là, dans ce cadre, à très très bon escient pour, au contraire, mesurer des signaux très objectifs, très quantitatifs sur l'évolution. On parle de moins en moins se déplacer, se bouger plus lentement, mais aussi des signaux d'humeur. Et donc, c'est pour ça qu'on a en fait développé énormément de modèles avec de l'IA pour analyser des choses qui peuvent paraître très humaines, mais qu'aujourd'hui un ordinateur arrive à quantifier, comme les émotions. Et en regardant leur évolution au cours du temps, on est capable de détecter les prémices finalement de la rechute. Avec un scan facial, c'est ça pour les émotions? Oui, c'est ça. En fonction de la plateforme, on est capable de scanner les expressions faciales, d'analyser la voix, la prosodie, la musicalité finalement de la voix, et aussi des signaux finalement plus quantitatifs comme le fait de moins en moins parler ou de parler de plus en plus lentement. Alors, on a pris un peu de temps pour poser quelque part le débat et les besoins et je pense que c'était nécessaire. Effectivement, cette table ronde, c'est l'idée d'aller comment on va de l'innovation au marché. Et donc, j'ai envie de vous demander, Cindy Pagès, dans un établissement comme le Vinatier, qu'est-ce qui fait qu'une solution est développée et réellement utile et que vous allez la déployer? Alors effectivement, je dirais que le défi majeur maintenant, c'est d'introduire ces solutions en vie réelle, dans les services de soins, faire en sorte qu'elles soient adoptées véritablement dans les pratiques courantes. Et là, je pense qu'il faut qu'on passe le cap et on ne l'a pas encore franchi. On a des individus, on va dire des professionnels qui s'intéressent, certains qui sont motivés pour l'utiliser, mais on n'est pas du tout dans un usage massif courant. Donc, il va falloir qu'on passe ce cap pour que les solutions soient réellement utilisées. Alors,
pour qu'elle soit réellement utilisée, je dirais la première chose, il faut qu'elle réponde à un besoin réel. Hein, voilà. Ça, j'ai l'impression qu'on a vu que c'était le cas. Alors oui, sauf que parfois, je le dis sur cette table ronde, on a face à nous des solutions. On travaille beaucoup avec des startups qui viennent avec des solutions qui finalement n'arrivent pas à passer le crash test de l'expérimentation, du test d'usage. On voit que voilà, des psychiatres nous disent non mais ça, en fait, cet outil il ne pourra pas être utilisé par moi. Il m'apporte pas, il répond pas à mon besoin. Donc on a encore ce problème de coller aux véritables besoins de l'utilisateur. Et pour ça, il faut que la solution elle soit co-conçue assez rapide, dès le démarrage, je dirais, avec les futurs utilisateurs, qu'ils soient des professionnels ou qu'ils soient des patients. Et puis, il faut qu'ils soient testés en vie réelle. Et ça, c'est le rôle de nos Living Labs, c'est le rôle des tiers-lieux d'expérimentation en santé numérique qui ont émergé dans le territoire. Et au Vinatier, donc, on a développé avec un consortium de 3 établissements le tiers-lieu Digimantali pour tester ces solutions avant qu'ils progressent vers la mise sur le marché. Et puis, je dirais, il ne faut pas que ça crée de la charge supplémentaire pour les soignants. Cette ressource est rare. Il faut leur faciliter la tâche et pas créer de la tâche supplémentaire. Et puis, en conclusion, je dirais qu'il y a aussi l'aspect financier, forcément. Ces solutions ne sont pas gratuites et on comprend très bien qu'il faut rémunérer la recherche, le travail de recherche et de conception. Mais pour l'instant, ces solutions de financement, au niveau des établissements, on n'a pas de budget ad hoc, enfin pas encore, mais il y a des appels à projets qui devraient nous aider à solvabiliser les établissements pour qu'ils puissent acheter ces solutions et le déployer en soins courants. Anthony Perzo, qu'est-ce qui fait que vous avez passé ce crash test dont parle Cindy Pagès? En fait, je pense qu'on a été dès le début sur le terrain, en fait, concrètement, et cette solution, on l'a co-construite. Elle est née finalement certes dans un labo d'IA, mais sa toute prochaine étape, ça a été d'être mis dans la main de patients dès le début, concrètement avant même qu'elle fonctionne. On a co-construit la solution avec des psychiatres. On travaille avec énormément de psychiatres au quotidien. On a été utilisé à ce jour par plus de 1000 patients en France et on est inclus actuellement dans 5 études cliniques. Et je pense que c'est ça vraiment qui permet on a constamment en fait mesuré les retours, itéré sur la solution et essayer de converger. En fait, la solution qu'on propose aujourd'hui, c'était pas celle qu'on proposait il y a 2 ans parce qu'on n'avait pas encore compris exactement l'usage et l'impact que pouvait avoir la technologie. Et aujourd'hui, je pense qu'on l'a enfin identifié et grâce justement à cette expérimentation terrain. Merci beaucoup Camille Serre. J'aimerais maintenant que vous nous parliez un petit peu du côté du RESA. Alors, nous expliquer le rôle du RESA et puis nous expliquer en quoi il facilite finalement ce passage du crash test, ces questions de financement et puis l'accès au marché très concrètement. Oui, effectivement, le RESA, donc on est une centrale d'achat publique spécialisée dans la santé. On couvre le territoire national. Donc notre cœur métier, en fait, c'est les marchés publics. Et on est aussi doté d'un centre de ressources et d'expertise et d'un centre de l'innovation par les achats. Pour vous faire une petite présentation rapide du RESA, donc on est 250 collaborateurs, on a plus de 4000 adhérents, dont des établissements hospitaliers, sanitaires, médico-sociaux et également des collectivités territoriales. On met à disposition donc plus de 6000 contrats, on travaille avec plus de 1500 fournisseurs, dont 54% sont des PME et des startups. Et on a eu en 2025 un volume d'achat de 3,3 milliards d'euros. On couvre 12 filières d'achat, donc depuis les produits de santé, la biologie, jusqu'à tout ce qui est numérique. Et notamment donc, via la création du CIA en 2018, en fait, on a vraiment cœur à accompagner les établissements de santé, mais également les entreprises. Donc, du côté des entreprises en fait, et des opérateurs économiques, finalement, on facilite leur accès au marché public via le lancement de ces appels d'offres auxquels ils peuvent donc répondre. Et du côté des établissements de santé, on met à disposition, en fait, donc on identifie, on achète et on adopte pour les établissements de santé des solutions innovantes via les marchés publics adaptés et clés en main qu'on lance dans notre centrale d'achat. Alors aujourd'hui, on a à peu près plus de 100 solutions innovantes, titulaires en fait d'un marché au RESA.
qui sont disponibles sur notre catalogue en ligne Eureka, que vous pouvez tous consulter en accès libre. Et en fait, ça, c'est vraiment effectivement, nous, on intervient après pour déployer l'accès au marché des solutions innovantes. Et c'est vraiment le but, la mission clé en fait du CIA. Alors, vous développez, vous portez avec l'établissement du Vignatier une réponse à un appel à projet européen. Voilà, j'avais perdu ma ligne sur la santé mentale. Dites-nous en quoi consiste ce projet, puisqu'il pourrait apporter très concrètement et peut-être lever certains freins dans les établissements. Tout à fait. Donc, au sein du RESA, on a donc le pôle Europe international auquel je fais partie. Et donc, avec Cindy Pages, ici présente du Vinatier, on a répondu ensemble à un appel à projet européen qu'on a déposé mi-avril. Donc, nous ne savons pas encore si nous l'avons remporté. On espère que oui. Mais il s'agit effectivement en fait d'un achat public innovant qui permettra donc aux membres bénéficiaires du projet d'acquérir, d'identifier, d'acquérir et de déployer des solutions digitales en santé mentale pour améliorer la continuité des soins et pour améliorer le parcours des soins intégrés en santé mentale. Donc, on cible notamment on va dire deux moments critiques du parcours de soins qui est en fait donc depuis l'intervention précoce jusqu'à l'accès rapide aux soins, notamment pour les plus jeunes qui ne sont pas encore diagnostiqués de maladies, mais qui ont des troubles. Et également, le deuxième point crucial, c'est après le diagnostic, chez des patients qui sont déjà diagnostiqués, mais donc du suivi du traitement jusqu'à en fait la réinsertion. Comme on a vu, il y a des risques de rechute. Donc vraiment, se concentrer sur une continuité chez le patient qui est déjà diagnostiqué. Donc ça, c'est l'objectif de cet appel à projet, de pouvoir acquérir des solutions digitales qui pourront répondre à ces défis-là pour un parcours de soins intégré continu. Et on va dire la valeur ajoutée de ce projet, c'est qu'effectivement, le RESA, donc en tant que centrale d'achat, si on le remporte, on aura un budget d'achat d'1,5 million qui sera subventionné à hauteur de 50% par la Commission européenne. C'est tout là l'avantage en fait d'un achat public innovant, c'est-à-dire que on a donc une partie qui est subventionnée et qui permettra en fait aux établissements de santé qui sont face à ces contraintes budgétaires et financières, comme vous l'avez mentionné, de passer aussi le cap et d'avoir un incentive en tout cas pour acquérir ces solutions qui seront donc à moindre coût en fait. Donc là, on est dans une réponse très concrète au problème du financement dont vous parliez, Cindy Pages. Alors, si, il y a un si, hein, on entend bien, mais qu'est-ce que ce projet pourrait lever comme frein si jamais il était remporté très concrètement pour le Vinatier? Très concrètement, on va pouvoir acheter des solutions, comme je le disais, les déployer dans les soins courants. Mais avant ça, il va falloir choisir les bonnes, parce que avec le RESA, il va falloir qu'on référence des solutions. Et notre rôle, ça va être de garantir que les solutions référencées sont conformes aux recommandations de bonne pratique, donc apporter notre expertise clinique, notre expertise scientifique. Tester éventuellement dans des services pilotes, vérifier que ces solutions sont réellement intéressantes avant de les acheter. Et puis, on s'imagine également pouvoir accompagner d'autres établissements que le nôtre au déploiement des solutions, parce que en fait, le défi, c'est pas tant l'innovation technologique, même s'il y a une couche technique importante, vous avez des développeurs, etc. Mais en fait, c'est l'innovation d'usage. C'est ça le plus compliqué. C'est l'innovation d'usage. Et ça demande énormément de travail, de terrain auprès des équipes, d'aller acculturer, d'aller tester, convaincre, et puis d'instaurer des dialogues entre les fournisseurs et les utilisateurs. Et oui, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voulais juste confirmer que il me semble que une des cibles prioritaires pour ces solutions numériques, et là où ça pourra peut-être marcher en premier, c'est dans les services d'intervention précoce, donc les services pour les jeunes qui prennent en gros les 15-25 ans.
On sait que les jeunes sont une cible, on va dire, très portée Oui. sur l'utilisation du numérique. Ils le font beaucoup. Ils utilisent beaucoup de ChatGPT d'ailleurs pour leur propre pour avoir des conseils en santé mentale. Donc là, on va faire mieux que ChatGPT, j'espère, avec les solutions qui seront référencées. En tout cas, c'est d'agir dans ces services où les utilisateurs sont sensibles au numérique et où c'est le moment où peuvent se déclencher les troubles psychiatriques, où il y a des signes avant-coureurs qu'il faut absolument prendre en charge tout de suite avant qu'on arrive sur une maladie qui se chronicise. Vous le disiez, choix des bonnes solutions. Anthony Perzo, comment on fait quand on a une solution digitale pour convaincre? Ça passe par quoi? Parce qu'on entend qu'il faut aller apporter cette preuve d'usage, cette innovation d'usage. Et peut-être, est-ce que vous êtes dans cette cible sur l'intervention précoce des jeunes? J'imagine que vous y répondez aussi avec Oui, Emogo. je pense que pour convaincre, il y a principalement deux volets. Il y a un volet clinique déjà parce que voilà, on parle de troubles de santé mentale, donc on parle de maladies, de choses qui sont diagnostiquées. Donc il y a un enjeu clinique. Il faut passer par ce chemin. C'est pas le chemin le plus simple, surtout pour une entreprise à petite échelle. Il y a des enjeux de financement, des enjeux opérationnels. Mais il faut faire ce travail pour convaincre les médecins et les patients également de la validité scientifique finalement de l'outil. Et ensuite, je pense qu'il y a un enjeu, effectivement, comme vous le disiez, d'usage. Il faut convaincre sur la possibilité réelle de la solution à délivrer sa valeur finalement, qui n'est pas forcément évident au-delà de la preuve clinique. Et ça, c'est les équipes du Vinatier qui forment, ou bien c'est vous, en tant que porteur de solutions, qui allez porter cette acculturation? Comment ça se répartit? Je dirais les deux. Évidemment qu'il faut préparer le terrain et je pense que les Living Labs, les tiers-lieux d'expérimentation sont des bons intermédiaires entre l'acteur économique, l'apporteur de solutions et le professionnel. Parce que nous, on connaît parfaitement nos professionnels, on saura cibler les endroits où ça va marcher, des endroits qui vont être des ambassadeurs pour l'établissement. Donc, on va aider et puis on va accompagner l'introduction de la solution avec l'aide des équipes de la start-up, enfin de l'acteur économique, apporteur de solutions. Mais comme on connaît extrêmement bien le terrain, que les gens nous ont identifiés et ont confiance en nous, en fait, ça va être un travail de coopération où on va pouvoir, nous-mêmes, on va se former extrêmement précisément à l'utilisation de ces solutions. Et puis après, on va aller en immersion dans les services pour voir comment ça se passe, l'usage en vrai. On va faire un peu le travail d'un sociologue, d'observation de comment ça se passe. Éventuellement, on va faire des focus group, des entretiens pour comprendre comment le produit va être utilisé réellement. Donc, on va l'accompagner avec des pilotes et puis après une généralisation au niveau de l'établissement. Et je pense que des structures comme les nôtres, des dispositifs comme les nôtres peuvent être extrêmement utiles pour des startups qui sont des petites équipes et qui n'ont pas forcément la possibilité d'accompagner des centaines de professionnels dans l'utilisation des dispositifs. Oui, exactement. Je pense que l'enjeu, il est effectivement conjoint. Nous, on a un travail à la fois pédagogique à faire du point de vue de nos solutions, mais surtout en fait d'écoute et de collecte d'informations. Et je pense qu'il y a un énorme enjeu de données là-dedans. Alors c'est peut-être notre esprit ingénieur qui me fait dire ça, mais c'est des données de vie réelle là dont on parle qui sont extrêmement importantes parce que au-delà de la clinique et du laboratoire, finalement la vie réelle, elle est faite de plein d'asymétries et de chaos de certaine manière. Et donc, on est obligé de passer par cette phase de déploiement en vie réelle pour vraiment mesurer des choses concrètes sur l'usage réel de la solution et pour pouvoir itérer et arriver à une solution qui vraiment correspond à la valeur qu'elle souhaite délivrer. Un mot de conclusion pour chacun, puisqu'on arrive à la fin de cette table ronde. Finalement, si vous aviez une condition clé à poser là tout de suite pour qu'une innovation arrive à son déploiement et à l'accès au marché, ce serait quoi, Camille Serre?
Oui, alors je pense qu'effectivement, on l'a peut-être déjà dit, mais il faut qu'il y ait une véritable valeur ajoutée de la solution auprès des soignants, des professionnels de santé, des patients, familles, aidants, etc. Notamment, ça passe par une acceptation de l'usage de l'innovation, en fait, qui peut être travaillé grâce au management de l'innovation, grâce à tout un process qui se met en place, et comme vous le mentionnez également, l'acculturation. Donc, je dirais que c'est l'acceptation de l'innovation auprès des utilisateurs finaux. Anthony Perzo, si vous aviez un conseil à donner très précis à vos successeurs qui portent aussi des innovations en santé mentale? Je pense que c'est extrêmement multidimensionnel, mais si je devais choisir un seul mot, je pense que je dirais agilité, parce que je pense que ça résume bien en fait l'ensemble des concepts qu'on vient de donner, parce que ça signifie à la fois être à l'écoute, mais aussi être capable d'agir en fonction de ce qu'on mesure pour aller très rapidement dans la bonne direction. Et je dis très rapidement parce qu'il y a un enjeu évidemment de vitesse, et donc voilà, je dirais agilité. Oui, vous parliez de processus d'itération pour adapter en permanence Exactement, la et solution. la durée vie d'une start-up, elle n'est pas forcément illimitée. Elle peut le devenir, mais pour ça, il faut passer un Toutes les cap. étapes. Et pour passer ce cap, voilà, je pense qu'il faut pouvoir itérer très rapidement, et pour ce faire, mesurer des signaux très concrets, et les prendre en compte le plus rapidement possible. Cindy Pagès. Je reprendrai un petit peu le slogan des collectifs des personnes concernées, c'est « Rien sur nous sans nous ». Dès le démarrage, en fait, la solution, elle s'adresse à des professionnels, à des patients. Et ben, il faut être là dès le plus tôt possible, en fait, le plus tôt possible, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une start-up qui a beaucoup bossé, qui est hyper convaincue de son produit et qui malheureusement se rend compte un peu tard que ce produit, il n'est pas adapté et il ne sera pas adopté. Donc, rien sur nous, sans nous, ça s'applique à la fois à nos patients, à nos personnes concernées, mais également à nos professionnels de santé qui ne réclament que ça, que de participer. On a beaucoup de professionnels chez nous qui sont intéressés pour travailler à l'élaboration des solutions numériques, à apporter leur savoir-faire. Merci beaucoup. On terminera sur ces mots. Merci à tous les trois pour votre participation à cette table ronde donc sur la santé mentale numérique et les conditions pour passer de l'innovation à l'accès au marché.